Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons dans le 10h midi avec les débats, avec aujourd'hui Jacques Miard, maire de Maisons-Laffitte. Bonjour Jacques Miard. Ave. Comment vous dites, salut et fraternité? Honneur et patrie. Honneur et patrie. Bye bye démocratie, c'est votre dernier livre paru chez Lafon Presse, le brûlot de l'année, mais il va falloir en faire un autre, parce que c'était l'année dernière. Mais Jacques. ça va venir. D'accord. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Bonjour Frédéric, co-auteur avec Brice Sokol de Parlons-nous tous la même langue, c'est paru aux éditions de l'Aube. Édouard Dorian-Sipel, bonjour, ancien député. Et Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum Transatlantique. Bonjour Valérie. Bonjour à vous. On va revenir sur l'affaire Betaram avec Bayrou qui charge le gouvernement Jospin, puis qui n'est pas très cohérent quand même dans ses explications. J'étais pas au courant, mais j'étais au courant, mais en fait eux ils étaient au courant, mais bon, on va en reparler. On va parler de la libération, de la restitution de corps d'otages demain. Le français Ohad Yahalomi en ferait partie. On n'a pas de confirmation, mais c'est en tout cas ce qui circule. Jean-Noël Barrot ne l'a pas confirmé, mais c'est en tout cas de plus en plus prégnant, en tout cas comme information. Bref, beaucoup de sujets avec vous. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Eduardo, on va commencer avec vous. C'est un coup de cœur pour la justice brésilienne. Oui, je voudrais porter un coup de cœur pour la justice et la démocratie brésilienne, qui a inculpé hier Jair Bolsonaro, l'ancien président de la République, pour tentative de coup d'État. Ouais. Je pense que c'est très important parce que quand M. Bolsonaro avait gagné les élections, quand il avait été président, il avait porté des coups contre l'état de droit, contre la démocratie. Et je rappelle que c'est un nostalgique de la dictature militaire brésilienne. Ouais. Et je crois que la société, la justice et la démocratie brésilienne ont été beaucoup plus fortes. Et aujourd'hui, des faits, des éléments, des indices montre clairement qu'il a été informé et peut-être à la manœuvre d'une tentative de coup d'État avec aussi des tentatives d'assassinat du président élu Lula, de son vice-président et du président de la Cour suprême brésilienne. C'est très grave. Et je suis fier que mon pays d'origine où je suis né, une grande démocratie, avance et par la démocratie et par un système de droit et de justice puisse poursuivre, inculper, nous verrons s'il sera condamné, celles et ceux qui veulent revenir à l'état de la junte militaire, d'une dictature militaire qui a fait beaucoup de mal à ce pays. Mes parents étaient jeunes et adolescents, et d'ailleurs aujourd'hui vous avez même un film qui concourt pour les Oscars, qui a déjà eu le Golden Globe avec Fernanda Torres, cette immense actrice brésilienne, qui s'appelle Je suis toujours là, et que j'invite tout le monde à lire parce que c'est une plongée dans une famille, dans une victime de la dictature militaire brésilienne qui a été reconnue. Le député socialiste à l'époque, Rubens Paiva, qui avait été chassé de son mandat au moment de l'arrivée de la dictature militaire en 1964 au Brésil. Et je pense que ce film n'est pas sorti par hasard parce que ça permet de plonger à l'époque de la dictature militaire au Brésil, alors qu'un président brésilien avait été élu, M. Bolsonaro, nostalgique de cette dictature. Et aujourd'hui, il est inculpé pour tentative de coup d'État. Je pense que c'est une immense force qui donne confiance en la justice, en la démocratie, en ses institutions. Et c'est une bonne chose pour le Brésil que la justice désormais fasse son travail. Ouais. Un mot, Frédéric ? Non, mais ce que dit Eduardo est tout à fait juste. C'est des pays qui ont connu des soubresauts, moi. Des amis brésiliens de collège que je vois toujours. Je me souviens de l'arrivée de Tancredo Neves qui s'était fait assassiner après la junte brésilienne. C'est vrai que, alors, on va faire un parallèle hasardeux. On a vu un ancien président qui a été inculpé de tentative de coup d'État ou près. Je pense à Donald Trump après l'assaut du Capitole et revenir au pouvoir. On sait que, je ne vais pas dire bye bye démocratie, mais la démocratie reste tout à fait fragile. Et si je fais un petit pas de côté sur nos enquêtes électorales, nos enquêtes faites pour Fiducial et Sud Radio, on voit que l'attachement à la démocratie, c'est beaucoup d'élité en France parce que la démocratie, le cadre démocratique n'est plus vu comme le lieu de la transformation, comme le lieu de la démocratie, le régime, l'action change la vie des citoyens. La crise du résultat,
la crise de l'écoute, on en parle dans notre livre avec Brice Sokol, fait que les Français ont l'impression d'être déconsidérés, de ne pas être écoutés, et donc il y a des tentations. Les jeunes qui disent que ça serait bien d'avoir un chef militaire, ils sont environ 40% à le dire, parce que ça serait plus efficace. Il y a une crise de l'efficacité, et donc on est prêt, on peut être prêt à renverser la démocratie. Je rappellerai qu'il y a 2-3 ans en Allemagne, il y a eu une tentative, pas de coup d'État, mais il y a eu une conspiration de droite extrême qui a été déjouée. J'ajoute simplement que je veux passer un message à nos concitoyens, aux Françaises et aux Français, aux Européens en général, en prenant appui sur cet exemple brésilien, parce que je crois, à la suite de ce que vient de dire Frédéric Dabi, dont je lis les enquêtes, notamment sur notre rapport à la démocratie, avec beaucoup de précision, et je le remercie pour ses études. Je veux passer un message aux Françaises et aux Français, parce que nous devons et nous pouvons avoir confiance dans notre démocratie, dans nos institutions, et cet exemple brésilien montre que les démocraties sont fortes, savent se défendre, et je suis pour qu'on défende une démocratie forte. Peut-être que Jacques Méard peut répondre sur le sujet, parce qu'une démocratie forte, on n'a pas l'exemple aujourd'hui. Notre état de droit en question, ou si on le fait, mais on le comprend plus, l'état de droit. Jacques Méard, dans le cadre du mais Jacques Méard, vous vouliez, j'ai vu que vous aviez changé de coup de gueule, mais vous vouliez évoquer l'affaire. Des événements brésiliens que je connais mal. La seule chose que je connais, c'est que c'est un très grand pays. C'est un pays qui se développe fortement, avec une importante population, et qu'il faut compter avec. Donc nos relations avec le Brésil doivent être fortes. Il est clair que Lula revient de loin, et que l'ancien président avait tout fait pour mettre fin, je dirais, à sa carrière politique. Donc on a un retour, je dirais, d'un homme avec lequel la France, d'ailleurs, s'était très bien entendue dans son premier mandat. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut éviter, c'est qu'il y ait une condamnation. Je crois qu'elle viendra. Mais il faut savoir aussi tourner la page et ne pas créer d'un ressentiment d'une partie de la population à l'égard de l'autre. Oui, mais enfin, quand il y a eu des faits graves. Oui, mais attends, le problème, c'est qu'une tentative de coup d'État, permettez-moi de vous dire qu'il faut avoir moins des faits précis, ça reste quand même quelque chose d'assez politiquement questionnable, pour parler d'un anglicisme. C'est la justice qui fait son travail. Il va falloir, me semble-t-il, vu de ma fenêtre, qu'au Brésil, il retrouve une sérénité et une concorde nationale, et qu'il refasse, je dirais, un sentiment démocratique profond, et qu'il n'ait pas la tentation de régler aussi des comptes par ailleurs. Et c'est ça qui est important. Oui, Jean-Claude moi, je voudrais intervenir doublement comme avocat, bien sûr, mais aussi parce qu'il se trouve que je connais très bien le Brésil. La plus grande frontière terrestre que nous ayons, que la France ait, c'est avec le Brésil par la Guyane. Il se trouve que je rentre de Guyane, un pays que je connais mais vraiment très bien. Je pense qu'on oublie de dire que Lula aussi a été condamné à la prison. Non, il a été relâché, il a été libéré, oui, mais il a été mis en prison. Condamné. Attendez. Ce que je veux dire, et je vais dans votre sens parce que précisément, le Brésil revient de loin, et quand on parle d'état de droit, moi je voudrais bien faire cette nuance, et je connais Jacques, c'est pas état de la loi peut être mal faite, tout à fait. Monsieur le député, on peut la refaire, etc. Ce que veut dire l'état de droit, c'est séparation des pouvoirs. Absolument. Et une fois que la loi est votée, on l'applique. Après, si elle est mauvaise, le législateur doit la changer. Ça, je comprends complètement. Et la Constitution, maître, les lois fondamentales. Et je comprends complètement ce que vient de dire le député. C'est de dire qu'il est important pour un grand pays comme le Brésil, il est important pour ce grand pays d'Amérique latine, et il est important pour l'Amérique latine elle-même qu'elle donne le là sur le fait qu'on ne peut plus on peut plus tolérer. On ne peut plus accepter des sociétés qui soient en émergence, en développement, en ayant des pouvoirs qui sont des pouvoirs entre les mains de quelques-uns, parce qu'avec toutes les dérives que l'on peut connaître, vous connaissez comme moi les écarts économiques et financiers dans ces pays-là, vous connaissez les difficultés d'abus de pouvoir, et c'est cela qui est important. Moi, j'ai vécu dans des pays où la démocratie, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une démocratie. Et par rapport à l'étude de Frédéric, c'est de
de dire attention, on dit on veut jeter le bébé avec l'eau du bain sur la démocratie. La démocratie n'est pas parfaite. C'est l'un des moins mauvais systèmes que nous ayons. Moi, je veux dire à nos compatriotes la chose suivante. Je termine. Je vous en prie. C'est l'un des moins mauvais systèmes que nous ayons. Et tous les autres. Prenons garde à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Quand on sait ce qu'on peut vivre dans certains pays où vous n'avez qu'aucun droit, celui de se taire, où le pouvoir principal vous dicte, ne vous dicte pas, etc. Bon. Je dis faisons attention. Juste un dernier mot, parce que je veux vraiment, c'était le sens de mon coup de cœur sur cette question brésilienne, je veux dire à nos compatriotes la chose suivante. Il ne faut pas avoir peur dans le monde dangereux et instable dans lequel nous vivons, de ces tentations, il faut plutôt ne pas céder aux tentations autoritaires. Il ne faut pas céder à ces régimes ou à ces figures qui veulent incarner une certaine forme de puissance, une illusion de la puissance. J'ai envie de vous dire, vous êtes marrant. Il y a un moment. Pas marrant. Moi, je peux faire rire, mais pas là-dessus. Non, mais quand je dis vous êtes marrant, c'est-à-dire qu'on peut comprendre aussi que les gens, à un moment, se disent que ça ne fonctionne pas. Je comprends les vicissitudes de Trump. Absolument. Et si vous me permettez là-dessus, on a vu la différence dans la transition démocratique aux États-Unis quand Trump a perdu et quand Biden a perdu. C'est pas le même sujet. Non. Et quand Bolsonaro avait perdu, nous avons vu les saccages et les manipulations du pouvoir qui avaient perdu en place, etc. Je veux dire aux Français une chose simple et je termine. Il ne faut pas céder à ces tentations autoritaires qu'on peut voir ici ou là. Et il ne faut pas penser que pour lutter contre des puissances ou des États qui veulent retrouver une volonté de puissance, il faille aller dans le même sens de régime autoritaire. Notre démocratie est le régime le plus fort pour faire face aux dangers du monde, à condition qu'on soit lucide sur les dangers. Peut-être qu'on en parlera au moment de la question russe. Un mot, Jacques Miard. Oui, je crois qu'il faut quand même regarder les choses telles qu'elles sont. Notre démocratie est malade. Oui, mais oui. Quand même regarder les choses en face. Alors, bien évidemment, vous avez raison, Jacques. C'est certainement l'un des systèmes politiques auquel on est fortement attaché parce que c'est le meilleur, c'est le pire, excepté tous les autres. Mais aujourd'hui, il faut prendre en compte que la démocratie française et en Europe sont pas fortement, je dirais, reconnu comme un bon système. Vous avez raison. Donc ça, il faut le prendre en compte. Il faudra qu'on fasse un débat là-dessus. On fera un débat sur la démocratie. Non, mais c'est bien parce que c'est la chute des social-démocraties qui ont apporté la démocratie, mais pas le social. Et ça explique que le sujet se passe partout, est vrai partout. Et vous avez raison, Jacques, de dire, et c'est pour ça que j'ai dit, c'est le moins mauvais système parce que nous avons beaucoup d'errements sur lesquels il faut travailler. Je suis complètement d'accord. Allez, on marque une pause parce que c'est l'heure du journal, bientôt 11h. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Nous d'accord avec Jacques Miard, maire de Maisons-Laffitte. Vous avez publié Bye Bye Démocratie chez Lafon Presse. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, co-auteur avec Brice Sokol de Parlons-nous tous la même langue aux éditions de l'Aube. Et il est question de démocratie dans ce livre, évidemment. Eduardo Riancipel, ancien député, Jean-Claude Beaujour, avocat et président du Forum transatlantique. On va revenir sur l'audition de Richard Ferrand en ce moment même auprès des députés et bientôt au Sénat. Donc audition pour savoir s'il peut devenir le président du Conseil constitutionnel. On apprend que le RN s'est abstenu. Évidemment, on va commenter cette position prise par le Rassemblement national et puis évidemment beaucoup d'autres sujets avec vous. On avance sur vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jean-Claude, vous vouliez revenir sur ce scandale des airbags défectueux. Oui, on rappelle aujourd'hui, alors je sais bien qu'il y a eu une première, pour que nos téléspectateurs se souviennent, il y a un rappel depuis maintenant 48 heures de plusieurs milliers, de 30 000... il y a 250 000 véhicules. 250 000 véhicules qui sont rappelés par Citroën, alors que depuis un certain temps, notamment, et ça aux Antilles, il y a eu plus de 11 morts de gens qui sont décédés de dysfonctionnement de ces airbags. Alors, je suis quand même surpris que les alertes qui ont été lancées, y compris sur le plan judiciaire, et je veux dire sur le plan judiciaire en termes d'ordre public, c'est pas simplement on a gagné, on a perdu un procès, mise en cause de responsabilité, mais il y a eu des actions pénales et des alertes qui ont été lancées, qu'il ait fallu attendre là, maintenant, en 2025, pour que Citroën prenne cette mesure. Je pense notamment à nos concitoyens d'outre-mer, et vous voyez en termes de politique publique, le problème que ça pose, c'est que ceux et celles qui sont dans ces départements
relativement éloignés, ont le sentiment qu'une fois de plus, ce type de risque n'est pas pris en considération tant que au plan national, les choses ne constituent pas un danger. Donc c'est vrai que je voudrais rappeler que ça n'est pas une affaire récente et que j'espère qu'à un moment donné, et c'est toute la différence avec notre système judiciaire qui fait que lorsqu'il y a... j'ai envie de dire, non pas intention, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a intention, on est juste à l'investigation, mais lorsque manifestement il n'y a pas eu diligence de la part de l'auteur de risques de ce type, qu'il n'y ait pas de sanctions suffisamment graves pour dissuader à l'avenir, parce qu'une telle mesure aurait dû être prise. Quand on me dit qu'en 2025 seulement, aujourd'hui, on met en place une politique d'alerte et de retour des véhicules qui soit efficace, alors qu'elle a été mise en place en 2024, mais pas efficace du tout, avec tous les moyens de communication que nous ayons, on se moque du monde et ça n'est pas acceptable. Alors même que dans d'autres pays, les politiques de rappel ont fonctionné. Comment, dans un grand pays industriel comme le nôtre, 5e ou 6e puissance du monde, on est incapable de rappeler les véhicules en question, alors même qu'il y a eu des alertes, notamment dans nos régions d'outre-mer. Ceci est inacceptable. Alors, je vous encourage à regarder le reportage avec l'enquête qui a été diffusée dans Complément d'enquête. On avait reçu le réalisateur. Quand vous dites qu'il n'y a pas intention, il y a des ingénieurs qui ont été interrogés, qui avaient alerté. Valérie, quand je dis il n'y a pas intention prouvée, parce qu'il n'y a pas encore eu... voilà, je suis prudent. Non, mais je suis volontairement prudent pour dire que même en étant prudent, même lorsqu'on ne va pas jusqu'au bout de la chaîne pénale, eh bien, il y a une obligation, et je ne parle même pas de principe de précaution, il y a une obligation de prendre un certain nombre de mesures, et on ne peut pas comprendre que dans un grand pays industriel, on n'ait pas été plus réactif, plus diligent que cela. Bien sûr. Alors, on signale que ces dysfonctionnements d'airbag sont c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de victimes aux Antilles en particulier, parce qu'ils sont très sensibles à l'humidité. Mais ces airbags ont été installés sur de très très nombreux véhicules parce qu'ils coûtaient moins cher. Mais Valérie, oui, c'est dû à l'humidité. Je suis pas ingénieur, mais quand vous êtes un acteur économique responsable et qu'on vous dit vous ramenez tout, bien sûr, vous en fichez de dire qu'on est sur les tropiques. Vous voyez, c'est intéressant votre remarque, parce que votre remarque traduit bien. Mais c'est pas grave parce que c'est là-bas. Exactement. C'est comme ça que ça va être. C'est le chlordécone aussi, les amis. Alors, je vais vous dire, le chlordécone, c'est absolument. Vous voyez maintenant pourquoi est-ce que le peuple peut se révolter, parce qu'en entendant cela, quels que soient vos arguments intellectuels, il se dit comme c'est nous et que c'est loin, c'est pas bien grave, on ne prend pas les mesures qu'il faut. Sauf que là, ils prennent la mesure du danger de ces airbags défectueux et à signaler qu'il y a des situations, et c'est ce que raconte le reportage de Complément d'enquête, des gens à qui, et ça c'est pas pour le coup c'était aux Antilles, à qui on a dit vous prenez plus votre voiture, mais il n'y a pas d'indemnisation, il n'y a pas de solution de rechange, il n'y a pas d'action de groupe qui existe, donc je ne sais pas comment tout ça va... Moi, on me l'a signalé depuis un certain temps, la chaîne pénale, l'action pénale est en cours, donc des gens qui ne sont pas des fous du l'action juridique. Je parle de choses sérieuses, donc c'est inacceptable. Mais le document est remarquable, et vous allez voir à la fin, il interroge, alors je me souviens plus de la fonction de la dame, mais c'est une dame importante qui normalement aurait dû répertorier toutes les marques, etc., et qui ne l'a pas fait. On lui dit pourquoi vous ne l'avez pas fait, il dit je sais pas. Donc, vous savez, Jacques, quand on est chef et patron, on assume ses responsabilités. Jacques Miard, je vous voyais réagir. Écoutez, moi je pense que Jean-Claude donne un coup de gueule qui est parfaitement légitime, parce que effectivement le temps de réaction est assez lamentable et qu'on n'a pas pris, je dirais, la bonne mesure. Ça me rappelle d'autres dossiers, vous savez, qu'on a depuis X temps, le scandale de l'Éternit, le scandale, etc. Je peux vous dire qu'on connaissait ça depuis 1950 et on a attendu des années avant de réagir. Et c'est là où il y a un problème. C'est que quand il y a, je dirais, la certitude qu'il y a un problème de ce type, qu'il y a mise en danger d'autrui, il faut agir vite. Même si ensuite, on peut, je dirais, temporiser parce qu'on est allé trop loin. Il vaut mieux aller plus loin rapidement que pas du tout. Bien sûr. Non. Bon, on continue avec vous, peut-être Frédéric, un coup de projecteur. Voilà, un éclairage, c'est pas un coup de cœur ni un coup de gueule, mais j'ai toujours plaisir à venir ici parce qu'on fait souvent de la pédagogie sur les sondages, on montre que c'est pas l'alpha et l'oméga, ce n'est pas la réalité, c'est une perception du réel, c'est toujours plus solide que des réseaux sociaux ou une tournée sur le terrain, mais
ça reste quelque chose de fragile. Et on va rentrer dans une période électorale interne avec le congrès de LR prévu le 17 et 18 mai de mémoire, et cette opposition entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Et déjà, j'incite nos auditeurs à une plus grande prudence sur des sondages qui vont être publiés, peut-être par l'IFOP, on n'a pas encore fait, et par d'autres, auprès de sympathisants LR. Sachant que quand on fait un sondage sur un sujet, il faut coller à la population. Si je fais une enquête, à Dieu ne plaise, en Guyane, il faut que j'interroge des Guyanais. C'est pas ici en métropole qu'on va interroger les Français sur des sujets typiquement guyanais. Et je vais faire rapide, il n'y a pas, chez aucun institut, le fichier des adhérents LR. C'est un fichier d'un parti, d'adhérents, c'est un trésor que personne ne diffuse. En plus de 20 ans de carrière, j'ai eu une fois, 2 fois des fichiers de partis politiques. J'ai eu les jeunes pop en 2009, on avait fait une enquête auprès des jeunes de l'UMP, c'est une enquête assez passionnante. Mais donc, lorsqu'il y aura des sondages entre qui préfère-t-on comme président de LR en mai prochain, entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, ce sera des sondages qui seront imparfaits, qui seront un éclairage, mais qui ne seront pas la réalité. On interrogera des sympathisants LR. Et je rappelle des précédents fameux, Copé-Fillon en 2012, les sondages faits auprès de sympathisants donnaient 2 tiers de préférence à François Fillon, contre 1 tiers à Jean-François Copé. On se souvient que Copé l'avait emporté, en tout cas c'était du 50-50, on va fâcher personne 12 ans après. Il y a eu un exemple encore plus fort, et finalement l'IFOP, par ma personne, avait refusé de publier des enquêtes. C'était la primaire écologiste de 2011 entre Eva Joly et Nicolas Hulot. Auprès des sympathisants écologistes, c'était du 80-20 pour Nicolas Hulot. On se souvient, un corps électoral assez radicalisé avait choisi Eva Joly. Donc, ces sondages auprès des sympathisants auront de l'intérêt, mais on peut très bien imaginer un Bruno Retailleau. Il y aura demain une enquête IFOP fiduciale, une balise pour Sud Radio sur les traits d'image comparés entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Bien sûr, on regardera ce que nous diront les sympathisants de droite, les sympathisants RN, voire l'ensemble des Français, mais on n'aura pas la clé des adhérents de l'air. J'ai envie de vous dire pourquoi vous faites les sondages. Non, ça donne un éclairage, ça donne un élément de contexte. Y compris pour les militants qui vont voter. L'adhérent, il va se dire, Bruno Retailleau, il a la cote auprès des Français. D'autres diront, Laurent Wauquiez, c'est quelqu'un qui connaît bien le terrain, il a fait du bon travail en région Rhône-Alpes, etc. Auvergne. Donc voilà, c'est pour inciter à la prudence. Eduardo, vous connaissez bien la politique, oui. Oui, puis moi je suis socialiste, mon parti c'est le Parti Socialiste. Du coup, ça se soigne. Oui, mais y compris en tant que socialiste. Celui d'Olivier Faure. En tant que socialiste. Donc nous avons des règles un peu différentes pour désigner nos dirigeants socialistes. Mais ce que j'observe et qui me paraît aussi éclairer les sondages que vous allez faire, qui sont toujours éclairants parce que comme militant, je sais que les sondages pèse, compte dans la réflexion, la méditation, le choix d'un militant dans un parti politique, parce qu'ils veulent aussi que ce soit celui qui soit le mieux à même de défendre sa famille, d'aller vers l'élection présidentielle. Donc ça pèse dans le choix, ce que pense l'électorat large des sympathisants et qui se reflète en partie à travers les sondages. Moi, ce que j'ai noté ces derniers jours sont 2 choses. C'est d'abord que M. Retailleau, qui est un homme de droite, conservateur, catholique, vendéen, il est sur la même ligne que celui qu'il avait défendu en 2017, François Fillon. C'est la même ligne, un peu renouvelée, avec la personnalité de M. Retailleau en plus. J'ai observé aussi, et je crois que tout le monde l'a noté, que sa stratégie est une stratégie mimétique à celle de Nicolas Sarkozy, qui avait porté Nicolas Sarkozy au succès que l'on connaît. C'est « je suis ministre de l'Intérieur, je prends le parti de la droite et j'avance vers la présidentielle ». Voilà, les 2 sont logiques et cette logique politique a bien fonctionné pour M. Sarkozy. Je pense que M. Retailleau cherche à la répéter. Et puis pour les rapports de force et l'évolution dans la bataille interne entre M. Wauquiez et M. Retailleau, j'ai observé jusqu'à quel point c'était assez organisé du côté de M. Retailleau, parce que nous avons vu une opération que je pourrais appeler étouffer Laurent Wauquiez,
puisque toutes les 48 heures, vous avez eu des leaders et des barons de la droite LR. Vous aviez Bertrand d'abord. C'est du classique. C'est du classique, mais parfois les bases pendant Xavier Bertrand, à un moment donné, 48 heures après François-Xavier Bellamy, et 48 heures après encore Jean-François Copé, et on attend les prochains. Donc je pense qu'il est en train de tuer le match à l'intérieur de l'UMP, de LR, qui est à peu près la même famille. Mais nous verrons, effectivement, ce sont les militants qui tranchent. Mais je pense que l'affaire me semble assez pliée pour M. Retailleau. Je vous donne la parole. C'est pas sûr. Nous verrons. C'est pas sûr. On se retrouve dans un instant et vous aurez la parole, Jacques Miard, sur le sujet. Tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Alors, de retour, Jacques Miard, vous avez été interrompu par la publicité. Frédéric Dabier avait une question sur le nombre d'adhérents chez LR, vous le savez ou pas? De militants? Pas de militants, d'adhérents. De ce côté-là, ça croît chaque jour. Voilà. Donc, c'est comme quand on vous demande votre âge, vous répondez « je ne sais pas ». Parce que ça change à chaque minute. Donc, Non, mais moi, je voudrais poser une question à Frédéric. C'est qu'il veut enquêter sur les sympathisants aujourd'hui LR. Je ne sais pas comment il va faire pour trouver les sympathisants. Je vais vous répondre, mon cher Jacques. C'est véritablement un défi. Non, Jacques. Parce comment on fait? Ils ne vont pas se déclarer comme tel. Jacques, j'ai peut-être pas été clair. Je me félicite que Eduardo ait décidé de voter pour. Je n'ai pas dit ça. Retailleau. Non, moi j'étais sur l'analyse politique, mon cher Jacques. Non, c'est pas la peine je ne donnais pas mes positions nier personnelles. ce que tu as dit. Il est évident que tu es pro-Retailleau. Je t'en félicite. C'est ce qu'on appelle de la triangulation. Moi aussi. Ah et bon. donc je pense qu'il a toutes les chances de l'emporter. Vous êtes bien bavard là. Écoutez un instant. Allez. Je pense qu'il a toutes les chances de l'emporter parce que c'est un homme qui est pondéré, c'est un homme qui sait faire la part des choses et qui crée, je dirais, ce qui est nécessaire dans un parti et dans une candidature, la confiance. Oui. Et donc, je pense que de ce côté-là, il a toutes ses chances. Ce qui n'enlève pas, bien sûr, un certain nombre de qualités à Wauquiez, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et j'ai reproché un peu aussi à Wauquiez d'avoir trop, je dirais, pactisé avec la Macronie. Mais c'est aussi simple que ça. Donc, je vais répondre à votre question, Jacques. Allez-y, puisque vous voulez parler de ça. C'est effectivement Retailleau qui va l'emporter. Moi, je fais juste une description de Bruno Retailleau, très simple. C'est que je pense que sa ligne, elle est très dure au plan politique. Une ligne de droite très dure. Mais il parle et il a aussi... il parle comme un prêtre et il a le visage rassurant un peu d'un prêtre, et je le dis avec tout le respect que je dois à tout cela. Donc moi je me méfie aussi de ceux qui ont une ligne très dure et qui parlent avec une voix douce. Doucement, pour répondre à Jacques, comment on les trouve, très les difficile sympathisants LR d'avoir des adhérents, on est d'accord. Par contre, les sympathisants, on les trouve à travers une question que les instituts et l'IFOP posent depuis une 60aine d'années, qui est de laquelle des formations politiques êtes-vous le plus proche ou disons le moins éloigné, et les personnes qui déclarent LR sont vues comme des sympathisants LR. Je rappellerai qu'en 2012, au moment de l'affrontement Copé-Fillon, on avait 25 à 30% des Français qui se positionnaient sur UMP. On est aujourd'hui entre 5 et 8% qui se mettent sur LR. D'accord. Je peux juste dire un mot sur les sondages, c'est toujours intéressant. Vaste programme à faire. Oui, Jean-Claude. Juste un mot, puisque la remarque de Frédéric, c'était sur la technique aussi des sondages. Il se trouve qu'il y a très longtemps, lorsque j'étais étudiant, j'étais sondeur pour Bulle BVA. Et je peux vous dire, vous voyez, c'était il y a un bout de temps. Et je peux vous dire que c'était un travail qui techniquement était fait avec beaucoup de sérieux. Alors, effectivement, les sondages ne sont pas rationnels, mais donnent une tendance de l'opinion. On a beau critiquer les sondages, mais malgré tout, ils donnent une tendance. Il ne faut pas les prendre pour parole d'évangile, ou de la Torah, ou du Coran, tout ce que vous voulez, mais il faut simplement se dire, c'est une tendance, on en fait ce qu'on en veut. Tout à fait. Et le jour du vote, on prend sa décision indépendamment des sondages qui sont quand même, qui on sont peut diffusés. saluer les instituts de sondage français, parce que les méthodes françaises, et notamment à l'IFOP, sont des méthodes beaucoup plus fines qu'on ce qu'on peut avoir, par exemple, aux États-Unis d'Amérique. Et on a vu avec l'élection, ils n'ont pas réussi à avoir les biais avec l'élection de Trump. Ils ont surévalué Harris, alors qu'en France, depuis très longtemps, avec le vote du Front National, Jean-Marie Le Pen d'abord et Marine Le Pen ensuite, vous avez des correctifs.
Et moi, il faut saluer, je crois, la capacité de précision des sondages français, qui sont des instantanés et qui nous permettent quand même, moi je le dis comme professionnel du métier d'analyste des situations politiques, je fréquente, j'utilise, je lis les sondages pour ce qu'ils sont, et je dois quand même dire que c'est de la science et de la sociologie politique qui nous permet quand même d'approcher une réalité, un réel, à partir duquel ensuite il faut savoir les interpréter et les prendre pour ce qu'ils sont, mais quand même saluons la qualité de ce qui se fait en France par rapport aux États-Unis. Je le dis très tranquillement. Il y a des moqueries. Oui, Jacques. Valérie, ne jamais oublier que c'est un sondage, c'est une question de l'instant, du T, et que ça ne veut pas dire que ça soit le résultat. Bien sûr, c'est un éclairage à un moment, à un instant T, effectivement. Deuxièmement, pour rebondir sur ce que vient de dire Eduardo, sur la surestimation d'Harris pendant les élections. Et la sous-estimation de Trump. Essentiellement de ce qui s'est passé sur un certain nombre de médias français qui ont joué effectivement la réélection ou l'élection d'Harris. Je parle des sondages américains qui ont sous-évalué Trump parce qu'ils ne savent pas poser les questions aux sondés. Je suis désolé, il y a eu de la part d'un certain nombre de médias français... Non mais il n'y a pas eu de sondage commandé par les médias, Jacques, français. Donc arriver. Allez, avant de vous donner la parole, Jacques, deux choses, un coup de gueule et de tristesse. Une bibliothèque qui a été incendiée à Grenoble en marge d'échauffourée avec la police. Quel scandale! C'est une bibliothèque qui venait d'être rénovée, refaite à neuf et inaugurée il y a 2 mois. Une voiture bélier enflammée a été lancée contre l'établissement de 1000 mètres carrés qui a brûlé 1,5 million d'euros. Ça avait coûté avec le symbole d'une bibliothèque. Ouais, symbole de la bibliothèque. Quand on brûle des livres, on finit par brûler des hommes. Vous connaissez la fameuse phrase, je crois que c'est Heinrich Heine, si je me trompe pas. Précisément, au moment où on dit que les réseaux sociaux s'emparent de tout et qu'il y a un besoin de lecture chez nos jeunes, quel message de la part de ceux qui ont fait ça? Quel message? Grenoble est géré par les écolos, c'est une ville en perdition. Non, mais il ne faut pas dire des choses comme ça. Vous voyez bien ce qui se passe. Non, vous avez été maire, on ne va pas responsabiliser le maire et les élus de Grenoble d'avoir eu une voiture bélier, etc. Non, c'est la responsabilité des criminels et des délinquants. Vous avez été maire, cher Jacques Miard, vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. On ne peut pas dire qu'à Grenoble, les choses se passent très bien. Oui, mais c'est pas eux quand même qui ont lancé une voiture bélier. Ils ont rénové la bibliothèque, c'est différent. Moi, j'ai des différences avec les écologistes. En matière de sécurité, est un scandale, une insulte aux Grenoblois. Oui, ils jugeront ça au moment des élections l'année prochaine, mais je trouve qu'il ne faut pas faire d'amalgame. On ne va pas dire que la victime qui est la mairie, qui voit sa bibliothèque attaquée, dire qu'ils sont responsables. Je pense que pour mettre tout le monde d'accord, Jacques évoque la responsabilité indirecte, tandis qu'Eduardo soulève la responsabilité directe. Ils disent effectivement le maire n'a pas de responsabilité directe. C'est pas une question d'avocat, c'est une question de revenir sur... Non, mais de bien dire que le maire, attention, parce que même pour la chaîne, on ne vient pas de... Je pense que Jacques n'a pas dit que le maire avait une responsabilité directe. Il a dit que le contexte politique et de manière indirecte, il y a une responsabilité. Voilà, je voulais juste préciser pour qu'il n'y ait pas de souci derrière. Petite pause et on se retrouve dans un instant. On va parler de Richard Ferrand. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Mettons-nous d'accord. Alors les coups de cœur, les coups de gueule, ça prend du temps, mais c'est intéressant. C'est ce qu'on était en train de se dire, c'est que ça suscite le débat sur des sujets qui sont pas forcément, qui sont des sujets de fond et qui sont pas forcément tout de suite à la une de l'actualité ou dont on parle un peu moins. Jacques Miard, je ne vous ai pas oublié. Coup de gueule sur la naïveté face au nouveau. La naïveté actuelle en Occident sur le régime syrien. Il me revient par de multiples canaux et des canaux différents que actuellement il y a une répression en Syrie, il y a des exécutions. Un ami chrétien de Damas m'a dit « Nous sommes en voie de talibanisation ». Et j'ai de multiples, témoignages où il y a actuellement des massacres. Alors, il y a des règlements de compte chez les Alaouites, ça c'est évident, mais pas forcément des gens qui ont collaboré avec le régime. Et il y a aussi, chez les chrétiens d'Orient, des très grandes inquiétudes. À preuve, c'est que le Al-Jalani, qui est le patron de Hayat Tahrir el-Sham, a rétabli la charia dans les écoles. Donc, il faut cesser de voir dans ce régime, je dirais, une avancée démocratique. Je crains que l'on s'en morde les doigts.
la France a rétabli des relations diplomatiques, là, elle a raison, parce que c'est des relations diplomatiques entre les États. Mais il faut se méfier de croire qu'aujourd'hui, on a un régime qui va vers la démocratie. C'est une drôle de démocratie. Et il est en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, mais il a réglé des comptes avec Daesh. C'est une lutte de pouvoir au sein des djihadistes. Oui. Et en réalité, il a éliminé des gens qui n'étaient pas en sa faveur. Et donc, en réalité, lui-même est dans la tradition djihadiste. Ne pas se tromper. Et il est clair aujourd'hui qu'on a un régime qui est un régime djihadiste, point barre. Alors, réaction sur effectivement, oui, je pense qu'il faut, non, mais on a eu l'occasion de le dire chez vous et ailleurs. Il était temps que l'Assad s'en aille, mais ça ne veut pas pour autant dire que nous sommes, en tout cas que les Syriens, parce qu'avant de dire nous, c'est d'abord avant tout le peuple syrien qui est victime dans cette histoire. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils sont sortis d'affaire. Donc la réalité, c'est que rien n'est complètement réglé. Oui, absolument. Rien n'est réglé. Je voudrais qu'on parle peut-être quand même de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire l'audition en ce moment de Richard Ferrand par les députés et par les sénateurs. Vous savez que Richard Ferrand est le candidat poussé par Emmanuel Macron pour devenir président du Conseil constitutionnel. Ça fait beaucoup réagir. On en a parlé un petit peu hors antenne. Le RN vient de s'abstenir, c'est-à-dire ni pour ni contre Richard Ferrand. Bien au contraire, absolument. Une réaction qui est, enfin, un vote qui peut surprendre et en même temps qui peut se comprendre en étant un gage donné au macronisme et à Richard Ferrand, dans la mesure où s'il devient président du Conseil constitutionnel et que Marine Le Pen, dans le cadre de son procès, dépose une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, il sera peut-être un peu plus vigilant, plus attentif à cette question. Frédéric. Alors, je vais répondre à côté, déjà, mais quand même à votre question. C'était un peu déjà, pour situer le... C'est très bien situé, mais est-ce que ça intéresse les Français ? Absolument pas. Pour autant, on vient de réaliser une enquête à l'IFOP. Ce qui les intéresse, c'est de savoir que c'est un copain du président. C'est un proche du président. Ça a été dit tout à l'heure en off, mais je vais le redire à ma façon. Je le dirai en on. Voilà, c'est assez hypocrite de délégitimer une candidature parce qu'il est proche du président. Quand Laurent Fabius a été nommé, alors Roland Dumas, on peut tous les citer. Roland Dumas, Jean-Louis Debré a été le Chiracien qui, quand Chirac était complètement abandonné pendant la guerre avec Édouard Balladur, c'est un des seuls avec Alain Juppé et Villepin qui est resté avec Jacques Chirac. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait une proximité entre le président et Richard Ferrand. On est dans une continuité. Maintenant, mais est-ce que l'époque n'a pas changé? Quand on dit c'est une autre époque... Alors, il faut motiver ça. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un intérêt des Français pour le Conseil constitutionnel. Avec notre amie Sophie de Menton pour éthique, Sophie a reçu il y a une quinzaine de jours Alain Juppé pour un déjeuner-débat et l'IFOP a fait à cette occasion une enquête sur l'image du Conseil constitutionnel. L'image n'est pas très constituée, mais il y a une image qui est quand même bonne, c'est-à-dire c'est utile pour la vie démocratique. Il y a aussi la critique, notamment à droite, sur lequel ce Conseil constitutionnel fait parfois un petit peu trop de politique. Donc voilà, je ne parlerai pas d'une indifférence très forte des Français vis-à-vis de la nomination de Richard Ferrand, mais est-ce que Marine Le Pen et le RN soutiennent Ferrand parce que c'est un jeu de billard à 3 bandes pour éviter qu'après le 31 mars, si elle est condamnée à une inéligibilité, Richard Ferrand renvoie l'ascenseur? Nous avons aucune preuve là-dessus, et 2, on est vraiment loin des préoccupations des Français. Alors, je vois que Philippe Bas a été nommé au Conseil constitutionnel, mais pas président. Il fait c'était nommé, c'était prévu. C'est ça, ouais. Il y a Gérard Larcher, il y a Laurence Vichnievsky qui serait nommée par Yael Braun-Pivet. Ouais, et Philippe Bas va libérer une place au Sénat. Alors Jacques Méard, vous levez la main. Oui, alors, je suis d'accord avec Frédéric pour dire qu'en réalité, le président du Conseil constitutionnel, il n'a pas à être un juriste forcené. Premièrement, parce qu'il y a un secrétaire général qui prépare ça, et je peux vous dire que... mais c'est une fonction politique. Et dans la fonction politique, il faut savoir aussi tenir compte, je dirais, de l'ambiance politique et des rapports qui existent. Et donc, je ne pense pas que ça saurait, s'il est élu,
un mauvais président, bien au contraire. Ce qui ne veut pas dire qu'il va tout pardonner, qu'il va tout accepter par avance, y compris à son propre président. Je me souviens encore de la phrase d'Edgar Faure un jour qu'on avait nommé à une présidence et qui avait répondu à ceux qui l'avaient nommé, c'est pas parce que vous m'avez nommé que je vais vous obéir. Hein. Eh bien, c'est un peu ça. Ouais. C'est qu'il y a une volonté aussi de la part du Conseil à épouser le statut du président du Conseil, c'est le Conseil constitutionnel. Maintenant, il y a un autre problème qui se perd là, c'est qu'il ne faut pas non plus aujourd'hui, et ça c'est une dérive que nous avons dans les pays occidentaux, à aller vers le gouvernement des juges. Donc je crois qu'à terme, il va falloir trouver une solution que si le Parlement n'est pas d'accord avec des décisions du Conseil d'État ou des décisions du Conseil constitutionnel, il puisse y revenir et imposer sa vision à une majorité qualifiée. C'est ce que je propose parce qu'on ne peut pas accepter que la loi aujourd'hui soit uniquement celle qui est interprétée par les juges et parfois très loin du texte initial. Alors, Eduardo, est-ce que c'est la vraie question, c'est the right man at the right place, c'est-à-dire est-ce que c'est le bon candidat à la bonne place Alors, je suis un peu gêné pour répondre à cette question. Je ne vois pas quelle serait ma légitimité pour porter un jugement de cette nature, même si je peux avoir une idée. Je suis en revanche surpris à la fois par les arguments de ceux qui veulent être contre. Mes amis et camarades socialistes ont décidé de voter contre. Je peux le comprendre et je peux le respecter. Les LR aussi. Simplement, je trouve que les arguments ne sont pas... les bons. Oui, parce que honnêtement, ça a été dit... la proximité avec le président de la République, enfin ça a tout de même été le cas pour tous les anciens présidents du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, Jean-Louis Debré, Roland Dumas, etc. etc. Donc, et ça n'a pas empêché le Conseil constitutionnel de faire son travail. Ensuite, on pourrait juger l'homme à ses compétences, mais ça vient d'être dit. Il y a une institution, il y a d'autres juristes, d'autres membres du Conseil constitutionnel. Et puis je trouve aussi intéressant qu'il n'y ait pas que simplement des professionnels du droit. C'est quand même une forme de corporatisme conservateur qui me paraît inapproprié pour les temps présents. Et c'est aussi préjuger des capacités et des connaissances juridiques d'un homme qui a été député et président de l'Assemblée nationale. Je trouve que c'est... aux élections. Et alors ? Et alors, rejeté. C'est une condamnation à vie ? C'est pas une condamnation, mais c'est un élément, c'est un élément qui peut jouer. C'est ni une flétrissure ni une condamnation, mais c'est un élément. Au moins, cet homme sait ce que c'est que de perdre. Ah bah. Et croyez-moi, dans la vie de nos jours, ça peut aussi être une utilité. Une utilité. Enfin, pour terminer, je crois qu'il faut surtout arrêter d'être naïf. Moi, j'ai une vision un petit peu plus sociologique, sociologie des institutions. Qui nous montre qu'en fait ce sont aussi les institutions qui font les hommes et les femmes. C'est-à-dire que cet homme qui va, s'il est nommé au Conseil constitutionnel, il va être pris par l'institution elle-même, il va incorporer les règles, incarner, dit-on, dans le sens commun. Et donc je crois que c'est un peu naïf de croire qu'un homme va bouger les lignes d'une institution. Il peut au contraire, avec une vision, parce qu'il a été élu, parce qu'il a un autre parcours, peut-être apporter aussi... par rapport aux règles juridiques et lois fondamentales que sont celles que énonce le Conseil constitutionnel, qui apprécient aussi les choses en fonction de l'évolution de la société. Je parle sous le contrôle de notre cher maître. Mais quand même, je crois qu'il y a une collégialité, je crois qu'il y a une institution... Et je crois que les institutions sont toujours, en l'occurrence, beaucoup plus fortes que les hommes qui occupent les places au sein de l'institution, et que les institutions font davantage les hommes que les hommes ne font les institutions dans le poste présent. Donc je crois qu'on peut un peu dédramatiser cette question. Vous savez, et si on veut changer les choses, changeons peut-être le modèle du Conseil constitutionnel, mais c'est un autre débat. J'ai la faiblesse de dire qu'avant, je parle pour moi-même, de simplement être dans l'impression ou le sentiment, on revient simplement au texte. Le président de la République, tout comme le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, peuvent nommer qu'ils veulent sous réserve d'approbation. C'est discrétionnaire. C'est la loi qui le veut. Ça a toujours été ainsi. On a connu
Geffray, etc. Robert Badinter était un très grand juriste, etc. L'histoire de la proximité m'exaspère toujours un peu parce que si vous nommez quelqu'un qui n'est pas un proche de vous, on vous dit c'est un gage que vous donnez. Si vous nommez quelqu'un qui n'est pas un proche ou très connu, on vous dit on a nommé un illustre inconnu et on abaisse la fonction, etc., etc. Donc on nomme des gens qu'on connaît. Arrêtons cela parce que même pour vos auditeurs, lorsque vous devez recruter quelqu'un, lorsque vous mettez dans votre équipe, évidemment à compétences égales, vous prenez de préférence des gens avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. Arrêtons cette hypocrisie, c'est ma première remarque. La deuxième remarque. Là encore, on regarde des textes. Le président est bien dans une instance collégiale et c'est pas parce qu'il est président que les décisions vont aller dans un sens ou dans un autre. Évidemment, la personnalité du président, lorsqu'il y avait Robert Badinter avec tout ce qu'il pouvait représenter, on pouvait imaginer qu'on l'écoute. Mais il a été dit très justement, je crois que c'est Jacques qui l'a rappelé, il me semble, que le secrétaire général, il y a les services, le secrétaire général du Conseil constitutionnel, c'est généralement un conseiller d'État, un juriste averti, donc c'est pas, on se lève pas. Il y a une institution, oui, il y a un état de droit. Précisément. C'est beaucoup plus fort que ça, vous avez raison. Oui, mais techniquement, puisqu'on parle de techniquement, vous avez des services qui font 80% du travail. Donc le fait que ce ne soit pas un juriste pur jus qui ait fait l'agrégation de droit ou qui soit membre du Conseil d'État, c'est marginal. Enfin, rapidement, Monsieur Bas a été sénateur, secrétaire général secrétaire général qui a été sénateur, secrétaire général de l'Élysée et membre du Conseil d'État. Voilà. Laurence Wisniewski est une magistrate connue et reconnue. Voilà. Donc il y a des juristes, c'est pas un sujet. Chacun doit nommer entre guillemets un proche. Macron a nommé un proche. Dernier point. Braun-Pivet nomme un proche et Larcher nomme un proche. Dernier point. Ne préjugeons pas des décisions que le Conseil pourrait être amené à prendre. Absolument. On peut avoir des surprises, donc soyons plus prudents sur les critiques ou les fortes approbations. Voilà. On se retrouve dans un tout petit instant. On va parler des négociations entre la Russie et l'Ukraine, enfin, ou plus précisément la manière dont la France peut jouer un rôle ou pas. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on parle de Trump, de la Russie, de Jean-Noël Barrot, d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a précisé hier qu'il n'y aurait pas d'envoi de troupes au sol belligérantes. Et pour le ministre des Affaires étrangères, ce n'est pas la question du moment, mais elle se posera après que les hostilités ont cessé. Donc on a vu que d'un côté, Trump avait pris langue, comme on dit, avec plus que ça, même avec Vladimir Poutine. Ce matin, Jean-Noël Barrot alerte contre la menace que représente la Russie pour l'Europe et la présente comme un ennemi pour le continent. C'est assez confus quand même tout cela. Le fait que Emmanuel Macron appelle Donald Trump diplomatiquement. Frédéric Dabi. Moi, je parlais du point de vue des Français qui, d'une part, sont beaucoup plus intéressés que par le passé sur la question des relations internationales. L'époque où ça ne concernait que des personnes diplômées, âgées, avec un capital culturel élevé est complètement fini. Les Français se passionnent, s'intéressent, contraints et forcés, parce qu'il y a une prise de conscience sur laquelle ce qui se passe dans ces relations a des conséquences concrètes pour notre pays. Maintenant, on peut être, si je puis dire, une opinion publique qui est viscéralement opposé à Vladimir Poutine. Il y a la France des réseaux sociaux où on a des courants poutinolâtres, mais qui ne sont absolument pas représentatifs. La cote de popularité de Vladimir Poutine dans une enquête IFOP il y a quelques mois, c'est 11% de bonnes opinions, 89% de mauvaises. Et puis, par rapport à Trump, il y a une sorte de fascination-répulsion. Répulsion, bien sûr, quand on interroge qualitativement, c'est-à-dire spontanément les Français sur Donald Trump, il y a quelqu'un qui paraît dangereux, qui paraît imprévisible, enfin tout ce qu'on peut imaginer, mais il y a aussi une fascination sur le président qui agit, le président qui signe 100 décrets par jour, le président qui répond à la promesse du politique telle que les Français la matérialisent dans leur imaginaire, qui est le politique est là pour agir, pour changer la vie. Et le contraste avec la situation française, on a le sentiment que plus grand-chose ne se passe. Voilà, maintenant, entre ce qu'a dit le président Macron et Jean-Noël Barrot, c'est moins contradictoire, j'ai envie de dire, que complémentaire.
On peut rappeler le danger d'une Russie qui ne lâche pas l'affaire sur l'Ukraine. Et oui, effectivement, que Donald Trump fait peser la menace, par exemple, d'un schisme européen si ces velléités sur le Groenland se matérialisent. Je voudrais juste faire 2 observations sur la question soulevée, le rapport soulevé par Frédéric. Il est évident qu'aujourd'hui, les Français ressentent bien l'impact que la dimension de l'activité internationale peut avoir au quotidien. Je le dis sous le contrôle de Jacques, qui a été diplomate. Avant, les diplomates, ceux qui faisaient de l'international, c'était les gens de cocktail. On pensait qu'on se limitait au cocktail, aux grandes conventions internationales. Aujourd'hui, on voit que la relation internationale, c'est l'énergie, c'est la souveraineté alimentaire, sont des sujets, y compris médicaux, sont des sujets très concrets pour nous. Sur le fond, en réalité, les Russes ne sont pas nos ennemis. Attention. Il se trouve que Poutine, évidemment, a envahi l'Ukraine, et là-dessus, il faut que nous soyons très clairs, c'est pas le peuple russe, nous ne sommes pas les ennemis du peuple russe. En revanche... Non, c'est pour ça que j'ai trouvé que cette phrase était... Oui, mais c'est pour ça que je rappelle simplement, vous savez, pour éviter les raccourcis, en revanche, ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe, aussi bien les réactions de Poutine, dont la ligne politique est claire depuis maintenant 2 décennies, c'est chasse gardée de la Russie et de son environnement. Et c'est cela qui est sa ligne de crête depuis une vingtaine d'années. Du côté américain, Donald Trump réaffirme très clairement que l'Amérique nous dit c'est Amérique d'abord et le reste ensuite, adieu le multilatéralisme, ce qui veut dire pour nous Européens, la vraie réalité, que voulons-nous faire ? Est-ce que nous nous donnons les moyens de faire de notre politique ? Est-ce que nous mettons le pognon ? Est-ce que nous prenons les décisions politiques avec un minimum de cohérence et qu'on ne joue pas chacun sa partition, l'Allemagne de côté, la France, l'Italie, etc. Oui, Eduardo, puis après Jacques Miard, Eduardo Riancipel sur la situation. Donc le rôle de la France et puis ce qui est en train de se passer finalement avec Trump qui reprend la main sur le conflit. Cela fait plus de 10 ans que je défends une Europe souveraine et autonome qui se donne tous les moyens réels pour défendre son modèle de civilisation libre et démocratique. Et ceci dans un monde instable et dangereux que nous voyons chaque jour devenir de plus en plus instable et dangereux parce que nous avons de nouvelles volontés de puissance, nous avons de nouvelles courses aux armements, nous avons une rivalité, une compétition, une bataille sans pitié dans tous les domaines des activités humaines, l'économie, le commerce, la finance, la sécurité, la technologie, l'alimentaire. Et que dans cette bataille, il faut savoir ce que l'Europe veut. On ne peut pas, et je le dis depuis 10 ans, voire davantage, avoir simplement un projet de gestion des acquis, des dividendes de la paix depuis 1945. Il faut prendre conscience, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Non. Je le sais, nous le savons, parce que je suis ces questions, notamment sur le plan de la défense et des questions stratégiques depuis plus de 10 ans. Depuis 2008, depuis la crise financière, les États-Unis d'Amérique, sous Obama, a décidé de ce qu'on appelle le pivot géostratégique vers l'Asie-Pacifique. Leurs intérêts sont désormais davantage vers la bataille et la compétition avec la Chine qui monte en puissance et donc qui se désengage de beaucoup d'endroits. Trump n'est que la continuation de cet axe stratégique qui ne dépend ni des républicains, ni des démocrates, ni de Trump, ni de Obama, qui est une ligne américaine et qui sera constante. Face à ça, qu'est-ce qu'on fait quand on est européen ? Est-ce qu'on a un minimum de dignité, chère Valérie Expert ? Est-ce qu'on est des adultes ? Est-ce qu'on est capable d'avoir de la volonté politique ? Je suis père de 2 enfants. Je n'ai pas envie que mes enfants vivent dans un continent qui soit sous la domination de quelque autre région du monde. On a un modèle de civilisation européenne à défendre. On a une civilisation et nous devons nous donner les moyens de cela. Donc il faut prendre presque comme un cadeau du ciel le discours de J.D. Vance. Permettez-moi juste de terminer là-dessus. Je pense qu'on peut même prendre comme un cadeau du ciel le discours de J.D. Vance à la conférence de Munich sur la sécurité il y a quelques jours, parce que si ça choque certains, ça nous donne au moins peut-être un réflexe de dignité pour dire maintenant ça suffit. Vous savez, moi ça fait 10 ans que je défends, et pas simplement à la commission de la défense nationale et des forces armées, que par exemple uniquement cela, que nos dépenses de défense en France et donc pour toute l'Europe, sortent du calcul des 3% du déficit public. Enfin, on entend des dirigeants européens bouger sur cette ligne. Alors je crois que le niveau de conscience
et de préoccupation doit monter chez les élites et les dirigeants européens si on veut quand même faire face et défendre notre modèle de civilisation, de liberté démocratique. Donnons-nous les moyens. Je pense que c'est la grande tâche de la génération politique qui vient. Eduardo, je suis désolé, mais la souveraineté européenne, la seule formule et la seule réponse, c'est en attendant Godot. Faut pas rêver. Non, mais moi je pense pas comme vous. Je ne crois pas du tout que c'est du très concret. C'est du très concret, je pourrais développer. Et c'est du verbillage, tout ce que tu dis. Oui, bah moi je suis capable de le démontrer quand tu veux. Quand tu veux le droit débat, cher Jacques. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Et je l'ai dit dans un X, c'est qu'on a effectivement posé la question au ministre, est-ce que vous avez des contacts avec Lavrov, au ministre des Affaires étrangères? Réponse, non. Eh bien, quand on est dans une situation de ce type, bien évidemment que Trump ne va pas défendre nos intérêts. L'Amérique n'a jamais défendu nos intérêts. Jamais de confiance dans l'alliance avec un puissant. La question, c'est la question de l'Europe. C'est la question de... à la France de prendre des initiatives. C'est au ministre des Affaires étrangères à se faire entendre. Or, il est absent. Et ça, c'est dramatique. C'est pas la peine de pleurnicher aujourd'hui sur la volonté américaine d'écarter les Européens. C'est à la France de prendre des initiatives et on en a les moyens. Donc, arrêtons de pleurnicher. Prenons des initiatives pour rentrer dans le jeu. Parce qu'il est évident que Trump, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente? Et je l'ai dit dans un message, c'est le retour du politique. Il a décidé ça et il fonce. Ça, c'est vrai. Absolument. Alors, à quand le retour du politique en Europe plutôt que de faire du commerce et de la concurrence libre et non faussée? Qu'est-ce que c'est que cette naïveté? Est-ce que tu peux écouter, Eduardo? Allez-y, Jacques Bien. On t'a entendu, tu prends justement la volonté de discipliner ta parole. Et donc, il est évident que sur ce point précis, c'est un type qui fonce. Eh bien, à mon avis, il va revoir des retours de bâton parce qu'il y a un moment, il est à la limite de l'escroquerie. Donc, c'est pas la peine d'assister, mais il montre... Qui est à la limite de l'escroquerie? Et ça, c'est déterminant. Ouais. Bon, écoutez, on aura l'occasion d'y revenir. Une efficacité. Moi, j'emploierai pas les mêmes mots que Jacques, mais c'est vrai que l'efficacité, moi, j'attends de voir parce que c'est là où je dis soyons prudents. Tous les décrets qui sont signés tous les jours, l'expérience montre et 2018, la précédente mandature l'a montré. Après, on cherche l'efficacité des mesures. Donc, c'est là où il faut être extrêmement prudent. Quand on me dit il y a une sorte de fascination, oui, il faut agir, mais il faut agir malgré tout dans un minimum de cadre. La question est bien celle-là, c'est la volonté politique. C'est fini. Et les mentalités bougent en Europe et c'est une bonne chose. On se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.